Allez, c'est parti. Le problème de la vérité. Pourquoi ça pose problème? Qu'est-ce que c'est que la vérité? Pourquoi on dit quelque chose est vrai? Est-ce que la science peut atteindre la vérité? Est-ce que la religion a plus raison que la science, etc. Le problème de la vérité, c'est surtout abordé par Russell dans le chapitre terrain de conflit, mais un peu dans les autres. Euh, Au chapitre 1, donc terrain de conflit, il expose la distinction centrale de l'œuvre, censée marquer l'opposition entre science et religion. Okay. Cette distinction centrale va être sur l'attitude face à la recherche de la vérité. Distinction centrale, opposition entre science et religion. Si la science et la religion sont deux discours sur le monde, puisque c'est ça, la science c'est la Terre tourne de telle manière, à telle vitesse, etc. Et la religion, ça va être la Terre a été créée par Dieu, etc. etc. C'est deux discours sur le monde. Que se passe-t-il lorsqu'ils arrivent en désaccord? Et ça arrivait plein de fois. Le but de ce livre, c'est de montrer beaucoup de points de désaccord, et à chaque fois, qu'est-ce qui s'est passé, qui a fait quoi, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe quand ils sont en désaccord? Russell va montrer que leur désaccord n'est pas que dans le contenu du discours, puisque ça, concrètement, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire qu'il y en a un qui dit « Non, la Terre ne bouge pas, elle est au centre de l'univers », et l'autre qui dit « Si, elle bouge, et puis elle tourne autour du Soleil. » Ok? Donc ça, c'est le contenu du discours, mais également la méthode de formulation, la méthode d'accès à la vérité. Puisqu'il y en a... La science, elle va avoir pour méthode de formulation faire des expériences, chercher des preuves, faire des calculs, etc., etc. Alors que la religion, elle va avoir pour méthode, de se référer aux écrits sacrés, tels que la Bible, la Torah, etc., etc., le Coran, je connais pas d'autres, à part les trois grandes religions, je connais pas trop les autres, ou le discours des anciens, si c'est pas une religion écrite, etc., ça va être un discours qui sont passés d'anciens en anciens, etc. Bon, voilà comment ça se passe. Donc, il n'y a pas un désaccord que dans le contenu, il y a un désaccord également dans la méthode. Ça, c'est très important. Les deux disciplines sont en conflit, donc comme le montrent les chapitres sur l'histoire des sciences. C'est parce qu'elles n'ont pas la même définition de la vérité, et par là, la même méthode d'accès à ceci. Bon, là, je fais que répéter la même idée, que je répète de slide en slide. C'est que science et religion ne sont pas d'accord, non seulement sur la façon de voir le monde, mais également la façon de dénoncer les discours sur le monde. Ok ? Bien. Bien. Notre définition intuitive de la vérité, c'est que ce qui est vrai est toujours vrai. D'accord? Ça, c'est la définition intuitive dans le sens, la définition qu'on a de base sans se poser de questions. D'accord? C'est qu'une vérité est toujours vraie. Sinon, ça sert à rien. Sinon, c'est pas une vérité. Si je vous dis que 2 plus 2 égale 4, je m'attends à ce que 2 plus 2 fasse 4 demain également. D'accord? Bon. Ça, c'est la définition de base. Bon. Et c'est le fait que ce soit une définition comme ça qui soit intuitive qui va nous poser problème après pour accepter la définition que Russell va en donner de la vérité au sens scientifique. C'est-à-dire que pour les vérités générales, on est d'accord, ce qui est vrai est toujours vrai. Et on n'accepte pas de le remettre en question. On veut garder cette stabilité-là de la vérité. Elle est très importante pour nous dans la vie de tous les jours, d'avoir cette stabilité-là. Ok ? J'ai toujours vu le soleil se lever. Pour moi, il est vrai que le soleil se lève. C'est toujours vrai. Et quelqu'un qui viendrait remettre en question cette idée-là me paraîtrait complètement farfelu. D'accord ? Complètement inacceptable. Que ce soit en fait la Terre qui bouge. Bon. Cette idée était enrichie par des siècles et des siècles de spéculations de philosophes, de scientifiques et de théologiens, c'est-à-dire de professionnels de la religion.
La vérité est un absolu, elle ne dépend pas des individus, des êtres humains, ni des époques, elle a une valeur en soi, indépendamment du profit que l'on en retire. Ok? C'est-à-dire que 2 plus 2 faisait 4 avant l'arrivée des êtres humains sur Terre. C'est une vérité éternelle. Elle n'est pas soumise au changement du temps. Et elle est indépendante des êtres humains. Ok? Tout comme, l'idée que, je sais pas moi, il existe une gravité qui s'exerce sur les corps physiques, etc. Ou si vous lisez la Bible, eh bien, Dieu existe, c'est une vérité absolue, qui n'a pas attendu qu'il y ait des êtres humains pour écrire un livre qui affirme que Dieu existe. D'accord? Bon. Le problème, c'est que pour Russell, le caractère absolu de la vérité ne se voit pas si on regarde l'histoire des sciences. On ne peut pas le trouver dans les sciences. Donc, Russell va tenter de préciser ce que recherchent vraiment les scientifiques lorsqu'on dit qu'ils cherchent la vérité. Qu'est-ce que les scientifiques cherchent vraiment? Est-ce qu'ils cherchent à avoir un discours du même type que celui qu'on peut avoir en religion qui aurait un caractère absolu? Oula, ça je me rappelais pas que ça faisait ça. Alors attendez, il faut que je fasse un petit réglage. J'avais pas prévu le layout. Attendez. Ne paniquez pas. Voilà. On va descendre un tout petit peu. Oui, voilà. Donc là, il s'agit d'un des premiers textes. Il est très grand. On n'a pas l'habitude d'en faire des textes et encore moins des très grands comme ça dans les cours comme ça, mais je suis obligé. Vous inquiétez pas, je vais l'expliquer. Hein. D'accord? Bon, je vais pas vous laisser tout seul devant le texte, mais c'est un des textes sur lesquels qui font partie du corpus. Ok? Bon. Et d'ailleurs, c'est un texte qu'on a déjà expliqué en cours, donc ça va être de la rediffusion, hein, mais bon. C'est pas grave. Je lis le texte tout d'abord, en insistant sur des points importants. Donc, un texte qui est dans le chapitre 1, un des textes les plus importants de l'œuvre. Donc, qu'est-ce qui dit ce texte? Un credo religieux diffère d'une théorie scientifique en ce qu'il prétend exprimer la vérité éternelle et absolument certaine, tandis que la science garde un caractère provisoire. Donc, credo religieux exprime vérité éternelle, science exprime vérité provisoire. Donc, la science s'attend à ce que des modifications de ces théories actuelles deviennent tôt ou tard nécessaires. Elle se rend compte que sa méthode est logiquement incapable d'arriver à une démonstration complète et définitive. Donc, la science se rend compte qu'elle ne peut pas donner une théorie définitive. Mais, dans une science évoluée, les changements nécessaires ne servent généralement qu'à obtenir une exactitude légèrement plus grande. Les vieilles théories restent utilisables quand il s'agit d'approximations grossières, mais ne suffisent plus quand une observation plus minutieuse devient possible. En outre, les inventions techniques issues de vieilles théories continuent à témoigner que celles-ci possédaient un certain degré de vérité pratique, si on peut dire. Par exemple, dans les outils de mesure, on a peu à peu réussi. Au début, on avait des microscopes qui permettaient de voir des choses qui restaient assez grandes, d'accord. Puis de plus en plus, on est arrivé jusqu'au niveau subatomique, d'accord. Mais ça ne veut pas dire que tout ce qu'on disait sur le niveau d'avant est faux. C'est juste que c'était peu précis.
mais ça reste utilisable. Ok ? Bon. La science nous incite donc à abandonner la recherche de la vérité absolue. La science nous incite donc à abandonner la recherche de la vérité absolue. Laissez cette phrase cogiter, ça paraît complètement bizarre. Nous, on aurait tendance que la science, c'est du côté de la vérité absolue, justement. Et non, la science nous incite donc à abandonner la recherche de la vérité absolue. Et à y substituer ce qu'on peut appeler la vérité technique. Ce qui est le propre de toute théorie permettant de faire des inventions ou de prévoir l'avenir. Ça, c'est un des trucs les plus importants. Hein. C'est que la vérité en science nous permet de faire des inventions et des prévisions sur l'avenir. Il va y avoir tel cataclysme, il va y avoir telle épidémie, il va y avoir telle comète, telle éclipse, etc., etc. Bon. La vérité technique est une affaire de degrés. Une théorie est d'autant plus vraie qu'elle donne naissance à un plus grand nombre d'inventions utiles et de prévisions exactes. Donc on va ranger les théories concurrentes, puisque vous savez qu'en science, quand vous ouvrez un manuel de science, vous avez l'ensemble des théories qui ont gagné la guerre. D'accord ? Mais les sciences, c'est pas un ensemble de barbus qui sont tous d'accord entre eux sur quelles sont les théories vraies. Et qu'à chaque fois qu'il y en a un qui trouve une théorie vraie, tout le monde est d'accord. Absolument pas. La science, c'est un champ de bataille où vous avez une multitude de théories concurrentes qui restent opérantes un certain nombre de temps, pendant un certain temps. Donc pendant un certain temps, vous avez deux théories qui sont opposées et qui sont opérantes. C'est-à-dire que on n'a encore rejeté aucune des deux. Elles restent plus ou moins utilisées. Et au bout d'un moment, on va trancher sur une des théories concurrentes. Ok ? Et comment on fait pour trancher ? Selon l'auteur, on classe selon le degré de prévision qu'elle nous permet de faire. Plus une théorie va vous permettre de faire des prévisions ou va vous permettre de créer des objets et des instruments, eh bien, plus elle va être gardée dans les théories, plus elle va avoir d'arguments pour elle, voilà, pour trancher en sa faveur. La connaissance cesse d'être un miroir mental de l'univers pour devenir un simple instrument à manipuler la matière. Mais ces implications de la méthode scientifique n'apparaissent pas aux pionniers de la science. Ceux-ci, tout en utilisant une méthode nouvelle pour rechercher la vérité, continuent à se faire de la vérité elle-même une idée aussi absolue que leur adversaire théologien. Là, il insinue une nuance, il intègre une nuance, c'est-à-dire que les scientifiques eux-mêmes, ils ont l'idée qu'ils cherchent l'absolu. Ok ? Ils n'ont pas forcément l'idée qu'ils cherchent un degré de vérité, un degré d'approximation. Bon. Mais là, on a clairement... C'est-à-dire, quand vous êtes face à un texte de philo, je l'ai toujours dit, qu'il faut faire un tableau à double entrée. Vous avez une colonne, il y a une distinction qui est faite dans... Bon, là, clairement, il y a une distinction entre une vérité qui est passagère, approximative, et une vérité qui est absolue, gravée dans le marbre. Eh bien, on pourrait penser que ce qui devrait avoir de la valeur à nos yeux, ça devrait être la vérité absolue, puisqu'il n'y a plus besoin de la remettre en question, donc elle nous fait de l'œil, elle paraît bien plus intéressante, puisqu'une fois qu'on l'a, on n'a plus besoin de chercher la vérité, c'est génial, ok ? Donc on pourrait penser que c'est cette vérité-là qu'il faut chercher, et c'est cette vérité-là qui a de la valeur, mais le but de Russell dans ce bouquin, ça va être de montrer que contrairement à ce que vous pouvez penser, c'est pas la vérité absolue qu'il faut chercher, mais la vérité passagère, approximative, qui a bien plus de valeur. Pourquoi ? Parce qu'elle va nous éviter de tomber dans le piège de l'absolu. Le piège de l'absolu, c'est un piège totalitaire. C'est le piège de ceux qui pensent qu'ils savent tout. Ça y est, ils ont la vérité.
c'est le meilleur moyen de tomber dans plein de problèmes. Un problème théorique, c'est-à-dire vous ne cherchez plus la vérité puisque vous pensez l'avoir. Et donc, vous avez une attitude anti-scientifique dans les discours puisque vous allez renier toute nouvelle théorie, quand bien même elle serait meilleure. Problème théorique. D'aveuglement, vous masquez les yeux, vous ne voulez plus voir. Et donc vous allez être intolérant face à toute meilleure théorie, premièrement. Deuxièmement, un problème moral ou pratique, c'est-à-dire que si vous possédez la vérité absolue, eh bien vous allez être tenté de vouloir renier l'existence de ceux qui ont des discours différents. Et cette façon de renier l'existence de ceux qui ont un discours différent, ça peut être la censure, brûler des bouquins, mais aussi cramer les gars qui vont promouvoir ces théories. C'est ce qu'on appelle l'intolérance. Et concrètement, dans l'histoire des sciences, vous avez beaucoup de scientifiques qui sont morts pour leurs idées. Ils sont morts parce que ils ont été condamnés parce qu'ils défendaient des idées en concurrence avec celles de l'Église ou celles de la théorie scientifique admise comme absolue. Ou alors on va refuser à des femmes enceintes de prendre des médicaments contre la douleur. Parce que c'est contraire à la vérité absolue qui dit « tu enfanteras dans la douleur ». Vous voyez que l'absolu théorique peut mener à des justifications des pires violences. Donc on n'est pas là en train de s'amuser avec des idées. On est dans du concret. On est dans la souffrance des êtres humains. Et pour Russell, le critère, ça va être justement qu'est-ce qu'on peut se donner comme théorie du monde et comme théorie de la vérité qui enlève le plus de souffrance à l'être humain et qui permet le plus de tolérance envers la multitude des façons de vivre humaines. Tolérance et éradication le plus possible de la souffrance qui est inutile. Il est tout à fait inutile de laisser souffrir des femmes enceintes, sous prétexte que un agent surnaturel aurait décrété que ça se passerait pas comme ça. De quel droit? Ok? Bon. Qu'est-ce qui se passe dans le problème de la vérité? Eh bien, en fait, Russell va nous dire un truc complètement bizarre, c'est que la vérité en science est provisoire, c'est-à-dire qu'elle ne dure pas pour toujours, et qu'elle sera amenée à être... Si elle ne dure pas, ça veut dire qu'elle est fausse, en fait. C'est-à-dire que on pourrait penser que la vérité scientifique est vraie, mais en fait, elle est fausse, c'est-à-dire que plus tard, on montrera qu'elle était fausse. Ce qui paraît complètement étrange, que d'habitude, on pourrait penser que non, les sciences, c'est magnifique, c'est la vérité absolue, c'est... Vous voyez, on a l'impression que ça diminue la valeur de la science, ça attaque un peu sa notoriété à la science. On a l'impression, hein. Enfin, en tout cas, moi, c'est l'impression que ça me donne, premièrement. Et deuxièmement, on pourrait se dire, ça sert à rien que j'aille en cours de sciences, alors. Enfin, de ces matières scientifiques. Ça sert à rien que j'apprenne, ça sert à rien que j'en fasse. Puisque dans 10 ans, ça se trouve, tout ce que j'ai appris par cœur sera considéré comme faux. Il y a un problème, là. Bon. Donc, on pourrait penser que c'est à charge. D'accord? Que c'est négatif, que c'est mauvais, que la science ait une vérité provisoire. Ok? Bon. Donc ça, c'était le texte qu'on avait vu. Ok? Donc là, je vais reprendre la première phrase la plus importante du texte, où il écrit « Un credo religieux diffère d'une théorie scientifique en ce qu'il prétend exprimer la vérité éternelle et absolument certaine, tandis que la science garde un caractère provisoire. » Bon, là j'ai mis un code couleur. Ah, putain. Pardon. Là j'ai mis un code couleur
pour bien montrer visuellement qu'est-ce qu'on fait quand on lit un texte de philosophie, pour bien comprendre un texte de philosophie, la plupart du temps, il y a une distinction qui est faite, il y a une opposition qui est faite entre deux choses. C'est toujours comme ça, d'accord? Et là, le verbe le montre, je l'ai mis en rouge, c'est diffère. D'accord? Il y a une différence à faire entre deux choses. Ok? Il y a une distinction à faire entre ça et ça. Donc ça, c'est vraiment important. D'accord? Donc la plupart des textes de philosophie sont construits autour d'une opposition. Tout le temps. Quasiment. Ok? Bon. Donc là, entre quoi et quoi? Eh bien, entre la religion et la science. Et on observe hein, que pour ce qui est de la science, on a affaire à des théories. Et pour ce qui est de la religion, on a affaire à des credos. Et va falloir se demander qu'est-ce que ça signifie cette distinction-là. D'accord? Et qui, en ce qui concerne les credos, c'est-à-dire les croyances religieuses, elles essayent d'exprimer des vérités éternelles. Et en ce qui concerne les théories scientifiques, elles expriment des vérités provisoires. D'accord? Voici la distinction qui est au cœur du long texte là qu'on avait lu. Et on ne peut pas comprendre le texte, on ne peut pas se repérer dans ce texte-là si on n'a pas en tête l'idée qu'il y a une opposition pendant tout le texte entre ces deux domaines-là. D'accord? Donc, quand vous lisez un texte de philosophie, si vous arrivez à trouver l'opposition qui est faite, eh bien, ça vous servira de boussole pour vous guider dans le labyrinthe que peut constituer un texte de philosophie, qui est un texte toujours un peu compliqué à lire. Credo religieux, tout d'abord, hein, Russell parle donc de tout un ensemble de croyances qui est lié à ce qu'on appelle un dogme. Le dogme, c'est la croyance officielle, le système de croyance officielle qui est propagé par une religion à travers des institutions et des chefs religieux, toute une hiérarchie comme ça, des archevêques, des curés, etc., etc. D'accord? Donc c'est un ensemble de principes qui sont immuables. D'accord? Et depuis le début de la religion, on a ces principes-là. Et c'est ce qui relie toutes les époques. Ce qui fait la force d'une religion, c'est son côté tradition ancestrale. D'accord? C'est le fait qu'on a toujours conservé la même vision du monde. C'est ça qui fait la force et peut-être aussi sa faiblesse, d'accord, par rapport à la science, mais aussi sa force, puisqu'il y a un principe que ça d'inertie qui fait que on a toujours cru que c'était comme ça, et la religion elle a toujours été présente, donc elle a un pouvoir sur les individus, d'accord. Bon. Donc elle possède un caractère traditionnel et conservateur, et par exemple donc les religions font souvent référence à un texte ancien absolument vrai. D'accord? C'est ça qui est à la base du credo, c'est un texte ancien, fondateur, d'accord? Qui bien souvent est, comment dire, une parole divine révélée à travers donc le fait qu'elle se soit rapportée par des prophètes, d'accord? Bon, voilà. Et donc les trois grandes religions hein, monothéistes les plus influentes aujourd'hui se basent sur un texte fondateur qui est très ancien et qui est considéré comme absolument vrai. Et ça, c'est très important pour la base du credo religieux. Ce qu'on n'a pas du tout en science, d'accord ou en tout cas qu'on ne devrait pas avoir en science. En science, il n'y a pas la sainte parole de tel auteur qu'il faudrait absolument considérer comme vrai. Non, justement, il y a des mouvements de révolution qu'il faut qu'on va tuer. On va tuer les scientifiques symboliquement, hein, on va les mettre à la poubelle pour les remplacer par des meilleures conceptions. D'accord? On n'a absolument pas ça en science, ou en tout cas on ne devrait pas l'avoir, puisqu'on l'a eu quand même. Aristote a longtemps comment dire, fait l'objet d'une vénération et d'une parole intouchable. D'accord? Mais longtemps après sa mort, si ça avait été écrit et dit par Aristote ou par ses continuateurs, eh bien c'était absolument vrai. Et le travail d'un scientifique, c'était absolument pas d'essayer de tester pour savoir si ce qu'Aristote avait dit était vrai. Non, le but c'était de justifier ce qu'Aristote avait dit ou d'aller dans le sens d'Aristote. Et un des reproches qu'on a fait à Galilée, quand il a essayé de changer notre façon de concevoir le système de mouvement des planètes, c'était que non seulement ce qu'il disait allait à l'encontre de l'interprétation de la Bible, premièrement, mais pas que. Il n'avait pas que les théologiens à dos. Il avait aussi
les scientifiques qui étaient pro-Aristote, qui étaient pro-Aristote, d'accord. Puisque ce qu'il disait allait à l'encontre de ce que disait Aristote, d'accord. Donc, l'argument d'autorité, on appelle ça, était utilisé à la fois par les théologiens et les scientifiques. Alors ça, en tête, hein. Bon, la vérité n'est pas ici dans l'observation de la nature, observation des faits. Une théorie est vraie si elle est compatible avec les textes religieux. Point barre. D'accord. Ou avec l'interprétation officielle des personnes qui sont hiérarchiquement au-dessus. D'accord. Puisque dans certaines religions, l'interprétation est réservée à l'élite des théologiens. C'est eux qui décident comment on doit l'interpréter. D'accord. Si on a le droit de l'interpréter. Parce que si, on peut dire que le texte n'a pas à être interprété, il est à lire comme ça, point barre. Bon, ça c'est comme ça que ça se passe pour la religion. Donc il n'y a pas d'observation à faire, c'est vous lisez et vous vous taisez. Russell s'attaque donc au dogmatisme là, mais également au dogmatisme faisant des écrits d'Aristote la seule vérité, comme un exemple historique. D'accord. Donc il ne faudra pas voir dans Einstein également quelqu'un qui aurait donné un prophète, hein, qui aurait donné la parole divine de la vérité. Absolument pas. D'accord. La science doit toujours se remettre en question. Bon, ça c'est important. Donc il s'attaque également au dogmatisme des scientifiques comme des religieux. Ça c'est vraiment important. Donc, au contraire, la méthode scientifique rejette ce qu'on appelle l'argument d'autorité. Qu'est-ce que c'est que l'argument d'autorité ? Eh bien, c'est tout simplement le fait de dire c'est vrai parce que ça vient de quelqu'un qui est haut placé, ou de quelqu'un qui a beaucoup de diplômes, ou d'un livre sacré. C'est ça l'argument d'autorité. L'argument d'autorité, c'est de dire j'ai raison parce que je suis prof de philo. C'est pas un argument en fait. D'accord ? C'est un faux argument. Bon. Ou de dire c'est vrai parce que c'est le professeur Raoul qui l'a dit. D'accord ? Ou le président, ou le pape, ou machin, truc. Bon. Ça, c'est une attitude qui n'est pas scientifique, puisque la méthode scientifique se fonde sur deux choses. L'autonomie de la pensée. Être autonome, c'est penser par soi-même. Donc, il va pas falloir dire c'est mon prof qui l'a dit, mais ce sont mes calculs et il faut les vérifier. Autonomie de la pensée, c'est savoir le faire tout seul, sans avoir besoin du prof, du pape, d'Einstein, des livres, de je ne sais quoi. Autonomie de la pensée. Et deuxièmement, observation des faits. D'accord ? Pour Russell, la science est expérimentale, c'est-à-dire qu'elle fait des expériences factuelles et qui sont reproductibles par les autres. Ah, ça c'est important, parce qu'il ne s'agit pas de dire j'ai découvert Dieu et j'en ai fait l'expérience. Si votre expérience n'est pas reproductible par les autres scientifiques, les autres spécialistes, elle vaut rien. D'accord ? Parce que moi je peux inventer n'importe quelle expérience que moi seul je suis capable de faire, mais elle vaut rien cette expérience. Okay ? Une observation qui doit être généralisable. Bon, voilà. Ça c'est très important et ça nous permet de en savoir plus sur la méthode scientifique. Donc du coup, il se peut qu'on ait des scientifiques qui ne suivent pas cette façon de faire. Pour Russell, ils feront de la mauvaise science. D'accord ? C'est pas parce que ce sont des scientifiques qu'ils font de la science. Ils font de la science parce qu'ils suivent une certaine méthode scientifique. Bon. Ok ? Bon, j'espère que c'est assez clair. Normalement, ça, c'est des révisions, parce qu'on a déjà vu tout ça en cours. Bon. Bien. Donc du coup, par opposition, la théorie scientifique, elle aura un caractère provisoire, ce qui est complètement, étonnant, puisque on se fait une idée des sciences comme une accumulation de savoir. En fait, non, c'est une suite de révolutions. On efface tout et on recommence. D'accord ? Ce qui est très déroutant, puisque ce qu'on considérait comme une vérité qu'il fallait apprendre et mettre en place ne vaut plus rien. Bon, Russell nuance, en fait, ça ne veut pas dire que ça ne vaut plus rien si ça a encore des effets et des applications techniques. D'accord ? Et ça, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'une vieille théorie imprécise, il y a aussi ça comme nuance, c'est-à-dire que
en fait, c'est pas que nos anciennes théories étaient forcément absolument fausses et absolument à jeter. C'est juste qu'elles elles étaient imprécises, d'accord? Et on est arrivé à un degré de précision qui fait que on a mis au placard toutes ces vieilles théories, d'accord? Il faudra distinguer deux types de révolutions, hein. Une révolution absolue qui met vraiment tout à la poubelle, et puis une révolution en degrés, en fait, qui va à des degrés euh, euh, extrêmement plus précis, mais qui, dans la nature, n'est pas si différent que ça de l'ancienne théorie. D'accord? Bien. Allez, j'avance. Cependant, on ne comprend pas. Hein. Il semble que les vérités scientifiques soient au contraire des vérités qui durent dans le temps. Ça, il semble ça dans notre conception qu'on a, nous. D'accord? Nous, on a une conception de la vérité scientifique comme un manuel qui est, comment dire, augmenté, qui est, comment dire, qui fait l'objet d'ajouts au fur et à mesure des scientifiques. Il y a eu Galilée, il y a eu Newton, il y a eu Einstein, il y a eu je ne sais qui d'aujourd'hui. Puis chacun a rajouté son chapitre au manuel de la science. Mais en fait, pas du tout. D'accord? Pas du tout. Et donc, si on accepte ce caractère temporel, le travail du scientifique pourrait paraître absurde. Donc ça, c'est un résumé comment dire, des craintes, des réserves qu'on pourrait avoir, nous, personnes lambda, qui ne faisons pas de science, quand on entend ce que nous dit Russell, qui, je rappelle, était un mathématicien. D'accord? Quand même quelqu'un qui a touché un peu, quoi. C'est pas un lambda. Bon. Exactement. Les scientifiques se contredisent et les scientifiques proposent des théories concurrentes. Bon, ça c'est très important. C'est-à-dire qu'à à chaque moment de la science, on n'a pas un groupe de barbus qui sont d'accord sur une vérité, mais au contraire, des gens qui se tapent dessus. Et des théories concurrentes. Et parfois des théories concurrentes qui fonctionnent en même temps. Bon. Russell va nuancer ce qu'on pourrait penser être une critique des sciences et il va sauver l'intérêt des sciences avec deux idées. L'idée que elles sont pas, comment dire, il y a un progrès des sciences. Ok. La vérité a beau être temporaire, elle gagne en précision. D'accord? Et on invente des nouvelles techniques. Donc, ce qu'on pourrait dire, c'est que les sciences ne servent à rien si elles nous donnent une vérité temporaire. On pourrait penser ça. Mais Russell montre que non. Elles ne servent pas à rien. On gagne en précision. C'est-à-dire qu'on n'est pas passé comment dire, d'une illusion à une autre. Non. On est passé d'une vérité en gros, une vérité schématique, à une vérité beaucoup plus précise. Ça, c'est la première idée. Et la deuxième idée, c'est qu'on a inventé des techniques et que ces techniques-là, elles fonctionneront toujours. D'accord? C'est juste qu'elles sont peut-être moins efficaces que les nouvelles. Bon. Et j'ai pas tellement compris votre question, Antoine. Est-ce que vous pourriez la reformuler, s'il vous plaît? Merci. Bon. Reprenons une phrase très importante du texte et qui va nous rappeler deux conceptions de la vérité en science. Quand Russell dit la connaissance cesse d'être un miroir mental de l'univers pour devenir un simple instrument à manipuler la matière. Et bien là, il oppose deux façons de voir la théorie vraie. Soit la théorie vraie est absolument fidèle à la réalité, c'est une copie conforme, soit la théorie vraie est un schéma qui sert à manipuler la réalité. D'accord? Donc j'ai mis en vert et en bleu. Miroir mental renvoie à une définition de la vérité comme correspondance en science. D'accord? C'est l'idée que est vrai ce qui correspond au réel. C'est-à-dire que si je vous dis le micro est dans ma main et que je constate que mon discours correspond à un fait observable, le micro est dans la main de celui qui l'a dit, eh bien ça correspond, donc c'est vrai.
D'accord? Ça, c'est la théorie de base de la vérité, théorie correspondante. On pourrait penser que c'est complètement bête, hein, que c'est complètement con. Mais le problème, c'est que cette conception de la vérité pose problème. D'accord? Pourquoi elle pose problème? Eh bien, à quoi ça, qu'est-ce que ça veut dire correspondre? D'accord? Parce que je peux vous dire, la Terre est ronde. On va me dire, ça correspond à la vérité. Bah, pas vraiment, parce qu'elle n'est pas vraiment ronde, la Terre. D'accord? Quel degré de précision suffirait pour atteindre un réalisme suffisant? On est piégé dans un idéal d'exactitude absolue. Et Russell nous dit, en fait, quand on pense la vérité comme correspondante, on se trompe. Ce qu'il faudrait, c'est pas chercher l'exactitude, c'est la précision qu'il faut chercher. Or, la précision admet un degré d'écart plus ou moins grand. D'accord? On est dans, quand on cherche la précision, on est dans le but, c'est de réduire l'écart. D'accord? Mais le but, c'est pas d'avoir une copie conforme. Parce que la copie conforme, ben, on ne pourra jamais l'atteindre, selon Russell. D'accord? Bon. On dirait que les sciences, c'est quelque chose qui peut perdre la valeur d'un jour à l'autre. En fait, pour Russell, ça perd de la valeur, mais ça en garde quand même. D'accord? Premièrement. Et deuxièmement, en fait, on en gagne dans le sens où on gagne en précision. Bon. Voilà. Donc Russell va opposer dans ce texte avec l'idée d'un miroir mental d'une part et d'un instrument d'autre part, réalisme et antiréalisme, ou réalisme et instrumentalisme on appelle ça. Réalisme, c'est l'idée que une théorie vraie correspond à la réalité, elle est dans une fidélité parfaite, d'accord? Ça c'est une conception de nos théories. Et l'autre c'est l'antiréalisme, c'est-à-dire une théorie vraie, c'est juste une simplification de la réalité qui permet de faire des prévisions. C'est un schéma. D'accord? Par exemple, vous dessinez un triangle, bah, c'est une simplification du vrai triangle. Mais le vrai triangle, on ne pourra jamais le dessiner. Parce qu'on ne pourra jamais faire une figure absolument parfaite. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas dessiner un point géométrique. Parce qu'un point en géométrie, c'est une unité insécable. D'accord? Vous ne pouvez pas le redécouper. Mais si je vous dessine un point, alors par exemple le point là, qui est dans mon PowerPoint, ben, c'est pas un point ça. On peut encore le découper. D'accord? C'est pas un point au sens géométrique. Donc on fera toujours des schémas en géométrie. On ne pourra jamais atteindre la réalité géométrique. Bon. Ok? Je vais comment dire, utiliser un extrait d'un livre de Alain Chalmers. Je l'ai là, je crois. Vraiment un bon bouquin. Chalmers. Merde, c'est j'en ai foutu de ce bouquin. J'avais préparé. Là. Pardon. Un bouquin que je vous recommande si vous vous intéressez aux sciences et à la philosophie des sciences, à penser ce que c'est qu'une science. Bah, tout simplement, ça s'appelle Qu'est-ce que la science? C'est trop bien. C'est assez court. C'est vraiment bien. Et dans ce texte, il résume en fait le conflit, les deux théories entre réalisme et... alors, au lieu d'antiréalisme, il appelle ça instrumentalisme. C'est la même chose en fait. C'est l'idée que on s'en fiche de savoir si nos théories collent à ce qu'on appelle la réalité. Puisque la réalité, on ne peut l'observer qu'à travers nos théories. D'accord? Donc, on ne peut pas comparer la réalité avec autre chose que des théories humaines. Donc, donc du coup, on appelle ça instrumentalisme dans le sens où bah, ce qui fait qu'une science est vraie, c'est le degré de précision des instruments qu'elle est capable de créer. Tout simplement. Bon. Donc, je vais lire un extrait de ce magnifique bouquin. J'utiliserai le terme réalisme pour caractériser les points de vue qui adoptent une version de cette réponse. Du point de vue réaliste, la théorie cinétique des gaz décrit ce à quoi ressemblent réellement les gaz. La théorie cinétique s'interprète comme une théorie
affirmant que les gaz sont réellement constitués de molécules animées d'un mouvement aléatoire et qui entrent en collision les unes avec les autres et avec les parois du récipient qui le contient. D'une façon similaire, d'un point de vue réaliste, la théorie électromagnétique classique s'interprète en affirmant qu'il existe réellement dans le monde des champs magnétiques et électriques qui obéissent aux équations de Maxwell et des particules chargées qui obéissent à l'équation de la force de Lorentz. Selon un autre point de vue, que j'appellerais l'instrumentalisme, la composante théorique de la science ne décrit pas la réalité. Les théories y sont vues comme des instruments conçus pour relier entre elles deux séries d'états observables. Pour l'instrumentaliste, les molécules en mouvement de la théorie cinétique des gaz sont des fictions commodes permettant aux scientifiques de relier entre elles des manifestations observables des propriétés des gaz et de procéder à des prédictions. Les champs et les charges de la théorie électromagnétique sont également des fictions permettant aux scientifiques d'agir de même en ce qui concerne les aimants, les corps électrisés et les courants porteurs de charge. Voilà. Quand il dit fiction, ça veut dire tout simplement comme une histoire qu'on nous raconte, mais qui n'existe pas. D'accord ? Je vais prendre un autre exemple peut-être plus simple. C'est l'idée la Terre tourne autour du Soleil. Bon. On pourrait dire que ce mouvement est réel. Que le discours la Terre tourne autour du Soleil est réel. Ok ? Mais si on y réfléchit un peu, la Terre tourne autour du Soleil, c'est une façon d'exprimer un mouvement. Mais est-ce qu'il est vraiment réel ? Est-ce qu'on peut dire qu'il est réel ? Étant donné qu'un mouvement n'a rien de réel dans l'absolu. Puisqu'en fait, la Terre tourne autour du Soleil, mais si on prend comme point de vue de référence le Soleil. Si je prends comme référent la Terre, ben c'est tout l'univers qui tourne autour de la Terre. Vous comprenez ? C'est-à-dire que on ne peut pas vraiment dire que la Terre tourne autour du Soleil est un récit, une phrase, un discours qui colle absolument à la réalité. Puisque la réalité, dans ce sens-là, ne veut rien dire. D'accord ? Bon. Est-ce que les gaz sont faits de molécules ? Ben, en quoi est-ce que les molécules existent ? En quoi est-ce que quand on parle de l'eau, on dit l'eau est faite d'H2O. Mais est-ce que H et O existent ? Est-ce que ça existe en tant que molécule ? Ou est-ce que c'est une inscription scientifique inventée pour nous amuser, pour faire des calculs en fait ? D'accord ? C'est ça l'idée derrière instrumentalisme versus réalisme. C'est-à-dire que est-ce qu'on présuppose qu'il existe des réalités qui correspondent parfaitement à nos discours ? Mais le truc c'est que nos discours ils sont à peu près en fait, ils sont en gros, ils sont schématiques. Ce serait une grande prétention selon Russell de dire que ils sont plus que des simples schémas qui servent à faire quoi ? Eh bien, manipuler la matière pour faire des prévisions ou pour transformer la nature pour avoir plus de confort. C'est à ça que sert la science. Russell propose donc une définition technique de la vérité. Si ça marche, c'est que c'est vrai. Et la vérité sert à transformer le monde. Il n'y a pas à chercher plus loin. Il n'y a pas à chercher des réalités plus profondes, d'accord, derrière ce qu'on peut en observer. Ok ? Si ça marche, c'est que c'est vrai. Bon, alors, le problème, c'est que si la vérité n'est pas ce qui correspond
à la réalité, comment est-ce que Russell va distinguer entre deux théories qui sont concurrentes? Comme je vous ai dit que dans la science, il y avait de la concurrence. Comment on fait pour distinguer? Avant, on aurait dit, bah, on prend celle qui correspond le mieux à la réalité, pardon. Mais si on se base plus sur la réalité pour trancher, comment on fait pour trancher? Eh bien, Russell va intégrer l'idée d'une poursuite infinie de plus en plus de précision et d'efficacité. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans cette course à la précision? Déjà, on ne cherche pas l'exactitude, on cherche la précision. Ça, c'est important. L'exactitude, c'est le fait que ça colle parfaitement, ce qui est une prétention selon Russell. Et la recherche de précision, c'est le fait de se rapprocher. C'est pas pareil. Eh bien, Russell ne va pas rejeter entièrement... attendez, pourquoi je parle de ça, moi, là il y a un problème dans mes slides. Bon, bref. Comment est-ce qu'on va distinguer entre deux théories concurrentes? Tout simplement en cherchant laquelle a de meilleurs effets. Laquelle permet de transformer le monde avec plus d'efficacité en demandant le moins d'efforts possible. C'est la même chose. Et laquelle permet de faire des prévisions plus précises que l'autre. Si j'arrive à prédire qu'il y aura une éclipse dans à peu près 10 ans, et si j'arrive à prédire qu'il y aura une éclipse le lundi 8 à 10h30 2030, c'est pas pareil, vous comprenez? Donc c'est comme ça qu'on tranchera, ok, entre deux théories concurrentes. Bon, voilà. Donc pour revenir à la distinction entre science et religion, qu'est-ce que dit Bertrand Russell de la religion? À quoi sert la religion si elle cherche pas la vérité qui est la plus importante, la vérité, comment dire, qui entre vraiment dans nos prétentions en fait, puisque là Russell il rejette la religion en disant qu'elle cherche une fausse vérité, une vérité qui ne sera jamais accessible. Bon, eh bien, Russell ne rejette pas entièrement la religion, il la remet à sa place. On retrouve le même mouvement qui était commencé par Galilée. Ce qu'on appelle la séparation des magistères, en fait. C'est de dire, la science, elle s'occupe de la vérité, et la religion, elle s'occupe d'autre chose. Et les deux ne se marchent pas sur les pieds. D'accord? De quoi donc qu'est-ce qu'il nous dit Galilée? Eh bien, Galilée, il était dans ce problème-là. Si vous êtes un scientifique et que vous découvrez une vérité qui est fondée sur des preuves, basées sur des observations, mais qui entre en contradiction directe avec le dogme religieux, qui établit une vérité qui est donnée par Dieu lui-même, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites si vous avez trouvé une vérité, vous avez des preuves irréfutables, mais que ça va à l'encontre de ce que Dieu a dit? Vous êtes dans une contradiction qui semble sans solution. Ok? Si on vous dit que ce qui est écrit dans la Bible est la parole de Dieu lui-même, ben, vous ne pouvez pas aller à l'encontre de la parole de Dieu. Donc il va falloir contredire ça. Il va falloir dire que les écrits religieux ne viennent pas de Dieu lui-même, ou alors ça vient de Dieu lui-même, mais il faut les lire différemment. Il faut les lire de manière métaphorique. Sinon ça coince. Dans sa lettre à son élève Castelli, une lettre très célèbre, Galilée avance l'idée qu'il y a une séparation des domaines à faire. La connaissance, c'est l'affaire des sciences, et la morale, c'est l'affaire de la religion. Et donc, la religion n'aura pas à dire comment se comporte le monde scientifique, comment tournent les planètes, comment il faut faire de la physique, d'accord? La religion, elle a juste à faire avec comment se comporter dans les affaires humaines, en morale. Ok? C'est ça que nous dit Galilée, et c'est le mouvement qu'opère Galilée qui va prendre beaucoup de temps, mais qui va se mettre en place. D'accord? La séparation des magistères. Bon. Connaissance est l'affaire de la science, la morale est l'affaire de la religion.
C'est ça qu'il faut retenir. Alors Russell, hein, il n'aura pas exactement cette idée-là. C'est un peu plus compliqué. Mais il réfléchit à ça. Oula. Attendez. Là, c'est... voilà. La principale idée qu'il y a chez Galilée, c'est que les textes religieux sont des images pour le peuple. Parce que le peuple n'est pas instruit, donc il a du mal à comprendre, donc il faut utiliser des images. Sauf que ces images-là, eh bien, elles sont fausses, puisque ce sont des images, c'est pas la réalité. D'accord ? Quand il est écrit dans la Bible que la main de Dieu, le peuple se représente Dieu avec une main, avec des mains, mais en réalité, Dieu n'a pas de main. C'est une image. D'accord ? Donc, si les textes sont en contradiction avec les vérités scientifiques, c'est qu'il faut changer l'interprétation des textes. Ok ? C'est que les textes ont été écrits de manière métaphorique et il faut pas les prendre de manière littérale. Ok ? Et c'est comme ça que Galilée sauve l'idée que lui il a raison et que c'est les textes qui ont tort en fait. Mais que Dieu n'a pas tort non plus, parce que s'il dit que Dieu a tort, ok ? À l'époque c'est comme ça. Bon, comment est-ce qu'il concilie tout ça ? Comme ça. Il faut changer l'interprétation des textes. Donc on retrouve ça chez Bertrand Russell. Je vais descendre un peu parce qu'on ne voit pas en plein écran. Hop. Voilà, parfait. Et donc dans le chapitre 1, Bertrand Russell nous dit: il existe cependant un aspect de la vie religieuse, le plus précieux peut-être, qui est indépendant des découvertes de la science. Comprenez ? Il refait cette séparation entre... Là, il est en train de dire... Bon, ok, j'ai pas mal balancé sur la religion, là. Je le concède. Mais la religion, c'est pas complètement à mettre à la poubelle. Il y a un aspect de la vie religieuse qui est pas mal. Et qui ne marche pas sur les pieds de la science. D'accord ? Il est dans cette idée séparée. Bon, il existe un aspect de la vie religieuse précieux, indépendant des découvertes de la science, et qui pourra survivre, quelles que soient nos convictions futures, au sujet de la nature de l'univers. Hein. Puisque ce qu'on observe, c'est que tout ce que dit la religion de la nature de l'univers et de la physique et compagnie ne résiste pas aux preuves de la science. Bon. Mais il y a un domaine qui y échappe parce qu'il n'empiète pas sur la science. La religion a été liée dans le passé non seulement au credo, aux croyances, aux églises, c'est-à-dire les institutions, mais également à la vie personnelle de ceux qui ressentent son importance. Chez les meilleurs parmi les saints et les mystiques, on trouve à la fois une croyance à certains dogmes et un certain état d'esprit au sujet des buts de la vie humaine. Là, il commence à parler un peu de morale. L'homme qui ressent profondément les problèmes de la destinée humaine, le désir de diminuer les souffrances de l'humanité et l'espoir que l'avenir réalisera les meilleures possibilités de notre espèce passe souvent pour aujourd'hui pour avoir une tournure d'esprit religieuse, même s'il n'admet qu'une faible partie du christianisme traditionnel. Dans la mesure où la religion consiste en un état d'esprit et non en un ensemble de croyances, la science ne peut pas l'atteindre. Donc là, l'auteur il dit plusieurs choses. Il dit que il y a l'idée que quand la religion parle de morale, elle n'empiète pas sur la science et la science n'a rien à en dire. Ça va être très important pour la suite. Premièrement. Et deuxièmement, il nous dit que tout n'est pas acheté dans la religion. Il faut virer le dogmatisme, il faut virer pas mal de trucs, mais quand la religion me porte à faire le bien, à vouloir diminuer les souffrances de l'être humain, et à espérer un progrès futur, alors elle incite chez l'être humain de bons sentiments. Mais vous voyez que même s'il concède à la religion, c'est tout petit. Hein. Surtout qu'il dit que, ça se trouve, c'est pas tellement lié à la religion. D'accord ? Donc c'est vraiment... Et d'ailleurs, c'est ce que je vais montrer après, c'est que la réduction des souffrances de l'humanité n'est pas forcément liée à la religion, voire elle peut être contradictoire. Pourquoi ? Le passage important marque ce qui intéresse le plus Russell dans la réflexion morale. Et je relis la citation.
l'homme qui ressent profondément les problèmes de la destinée humaine, le désir de diminuer les souffrances de l'humanité et l'espoir que l'avenir réalisera les meilleures possibilités de notre espèce. Ça, c'est le passage le plus important. Ça, c'est ce qui est le plus important dans le sentiment religieux, dans ce qu'insuffle comme idée morale la religion, pour Russell. Sauf que, et là je relis un autre passage de Russell, l'émotion mystique, si elle est dégagée de toute croyance sans fondement, credo, dogmatisme, c'est ça la croyance sans fondement, et si elle n'est pas assez forte pour nous écarter complètement de la vie courante, peut nous fournir un apport de très grande valeur, du même genre, mais sous une forme plus haute que l'apport de la contemplation. La largeur, le calme et la profondeur d'esprit peuvent tous prendre leur source dans cette émotion, l'émotion qui est suscitée par la religion, au sein de laquelle, pour un temps, tout désir personnel est mort, et où l'âme devient le miroir de l'immensité de l'univers. Ceux qui ont éprouvé ce sentiment, et qui croient qu'il est inévitablement lié à des assertions sur la nature de l'univers, se cramponnent naturellement à ces assertions. Pour ma part, je pense qu'elles sont secondaires. Donc là, il dit qu'il y en a qui pensent que les sentiments moraux importants dans la religion sont reliés à des discours sur la nature de l'univers, c'est-à-dire des discours physiques. Russell, il pense qu'il faudrait séparer la physique, la science physique, de la morale. Il faudrait arrêter de relier les deux. Pour ma part, je pense qu'elles sont secondaires et qu'il n'existe aucune raison de les tenir pour vraies. Je ne peux admettre qu'une autre méthode que celle de la science peut parvenir à la vérité. Mais dans le domaine des émotions, je ne nie pas la valeur des expériences qui ont donné naissance à la religion. Par suite de leurs associations à de fausses croyances, elles ont fait autant de mal que de bien. Libéré de cette association, on peut espérer que le bien seul restera. Donc là, Russell fait une nuance. Il dit, il faut distinguer dans la religion deux choses. Les bonnes émotions qui nous font faire le bien et les croyances dogmatiques qui nous font faire le mal. Et Russell dit, au tout début, la religion excitait en nous de bonnes émotions. Mais peu à peu, le dogmatisme et les croyances sans fondement sont devenus le lot le plus courant de la religion, et la religion a empiété sur la science. Très mauvaise idée. D'accord ? Ce qu'il faudrait, c'est séparer ça. Pour Russell, à mon avis, c'est trop tard, et la religion a fait trop de mal. Et donc, je pense pas que pour lui, la religion soit ce qu'il y a de mieux pour susciter en nous des sentiments moraux importants. On verra ça plus tard. Quand il dit que la religion a fait plus de mal que de bien, eh bien, il va passer tout le bouquin à montrer pourquoi, avec des bons exemples. Russell donc reprend en partie la répartition de l'autorité. La science n'a pas à suivre un dogme, et la religion peut servir à la morale individuelle. Peut servir. Cependant, il va mettre beaucoup de garde-fous et beaucoup de nuances dans cette idée-là. La religion peut servir à la morale individuelle. La seule vérité de la religion, sa seule valeur, serait aux yeux de Russell dans les sentiments qui l'ont fait naître. Sentiment de ne pas vouloir voir l'autre souffrir, d'être charitable, d'espérer un progrès de l'humanité future. Bon. L'idée, c'est qu'une certaine émotion a favorisé l'apparition des religions, ainsi que de dogmes, de clergés et d'institutions de contrôle des êtres humains. Et c'est ça qu'il y a de mauvais dans la religion. C'est les dogmes, c'est-à-dire les croyances sans fondement, et les clergés, c'est-à-dire les institutions de contrôle des individus par des gens dans la hiérarchie. D'accord ? Ça, c'est très important et très dommageable pour Russell. Concrètement, l'Inquisition, qui a cramé des gens sous prétexte que
ils croyaient pas assez, ou à d'autres choses, ou que c'était des sorcières, etc., etc. Ok. Vous me dites si ça va. Cependant, ils doutent du pouvoir de la religion dans ce champ-là, même de la morale. Le reste du livre va montrer que les membres de l'autorité religieuse étaient loin d'être des exemples de moralité. D'accord. Censure des idées, quand bien même il y a des preuves irréfutables. Brûler des livres, brûler des gens, euh, interdire la médecine, euh, empêcher les scientifiques d'enseigner à l'université, etc., etc. C'est ce qu'on appelle en gros à l'obscurantisme. Hein. Pour Russell, la religion est coupable d'obscurantisme. Ok. Russell a d'ailleurs des mots très durs dans sa conclusion. Je vous invite à la lire, elle est vraiment intéressante. Là, il balance. Hein. Je la lis. Euh, ah. Depuis Copernic, chaque fois que la science et la théologie c'est la science de la religion, quoi, la science qui est occupée par les autorités, les gens, les savants en religion. Donc chaque fois que la science et la théologie ont été en désaccord, la science a été victorieuse. Nous avons ainsi vu, nous avons vu aussi que là où des questions pratiques étaient en jeu, comme pour la sorcellerie et la médecine, la science apprenait la diminution des souffrances, tandis que la théologie a encouragé la sauvagerie naturelle de l'homme. La diffusion de la mentalité scientifique par opposition à la mentalité théologique a incontestablement amélioré jusqu'ici la condition humaine. Donc vous voyez que même en morale, la religion fait des dégâts. Et là, l'exemple pour la médecine, c'est on avait des anesthésiants, on aurait pu empêcher les femmes enceintes d'accoucher dans la douleur. La religion a dit non. D'accord. Bon. Ça, c'est... Alors, c'est très dur, hein. Ça clash, hein. Bon. Mais c'est marrant. Bon. Ça, c'est dans la conclusion. Le problème central, donc, étant le fait de se raccrocher à des croyances sans fondement, attitude qui nous empêche de bien comprendre le monde et qui mène à faire taire ceux qui essayent de faire. C'est non seulement vous restez dans l'ignorance, puisque vous restez avec vos croyances qui ne sont pas prouvées, mais en plus vous empêchez les autres de chercher la vérité, et une fois qu'ils l'ont trouvée, de l'exprimer dans des livres, dans des enseignements à la fac, etc., etc. Donc c'est double problème. Ok. Les scientifiques ne sont pas à l'abri de la prétention de la vérité absolue. Et ça, c'est la fin du texte, le tout premier, là, qu'on expliquait, sur lequel on a ouvert. Donc les scientifiques ne sont pas parfaits. Il ne faut absolument pas faire la caricature de Russell en disant que pour lui, les scientifiques, c'est des modèles de vertu. Hein, puisque eux aussi se trompent en cherchant la vérité absolue. Ces implications de la méthode scientifique n'apparaissent pas aux pionniers de la science. Ceux-ci, tout en utilisant une méthode nouvelle pour chercher la vérité, continuent à se faire de la vérité elle-même une idée absolue, aussi absolue que leur adversaire théologien. C'est-à-dire que pour Russell, hein,
je vous ai dit, hein, l'histoire des sciences, c'est des révolutions. Et celui qui vient faire la révolution en disant tout ce que les scientifiques avant moi ont dit était faux, je vous montre la preuve, je vous montre un système meilleur, eh bien, il apporte de bonnes preuves, mais lui-même est persuadé que ce sera qu'il a terminé, qu'il a réussi à trouver la vérité, et qu'il n'y a pas besoin de... Personne ne pourra réfuter son système. D'accord? Mais c'est logique de penser ça. C'est-à-dire, qui voudrait faire des sciences en pensant que les travaux de toute sa vie seront réfutés plus tard? Je veux dire, pour lui-même, ça sert à rien. C'est absurde. Ça n'a pas de sens. Donc, il faut que le scientifique ait l'illusion de trouver la vérité absolue, de chercher la vérité absolue pour avancer. D'accord? C'est pour ça qu'il n'est pas à l'abri. C'est que ça donne un sens à sa vie et à sa recherche. Bon. Mais concrètement, la vérité est provisoire. Dans les faits, la vérité est provisoire, même si dans son idée à lui, il cherche la vérité absolue. Ok?